Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'écho. Après plus de 25 ans de négociations et malgré la colère des agriculteurs européens, l'accord UE-Mercosur est approuvé. Son but, créer une vaste zone de libre-échange entre l'Union européenne et 4 pays d'Amérique latine. Entre recherche de nouveaux débouchés et risque de concurrence déloyale, cet accord est-il bon pour l'économie ou va-t-il fragiliser des secteurs déjà en crise? Face à la poussée chinoise et aux droits de douane de Donald Trump, cet accord peut-il doper la croissance européenne et française? Eh bien, toutes ces questions, on va les aborder avec mes invités. Anne-Sophie Elsif, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste du cabinet d'audit et de conseil BDO. Mathilde Dupré, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste co-directrice de l'Institut Veblen. Thomas Djebine, vous êtes économiste au Centre d'études prospectives et d'information internationale, le CEPI, c'est bien cela? C'est bien ça. Et David Bavrez, bonjour, investisseur et essayiste, auteur de Bienvenue en économie de guerre aux éditions Novice. Alléger les droits de douane et maximiser les échanges entre l'Union européenne, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, soit 700 millions de consommateurs. Voilà l'ambition du Mercosur. En discussion depuis un quart de siècle, l'accord a été signé ce vendredi. Écoutez ses premières réactions. Disons que le Mercosur est clairement quelque chose dont nous n'avons pas besoin de discuter en termes de potentiel pour notre système industriel, de potentiel pour nos exportations, mais nous ne pouvions pas le faire au détriment de l'excellence de nos produits. Nous avons donc toujours dit que nous étions favorables à l'accord avec le Mercosur lorsqu'il y aurait des garanties suffisantes pour nos agriculteurs. Des garanties suffisantes. Le chancelier allemand parle également d'une étape importante de la politique commerciale européenne et un signal fort de notre souveraineté stratégique. Peut-être une première réaction en plateau. Cet accord, l'Union européenne qui approuve un traité commercial contre l'avis de Paris, mais aussi de l'Irlande, la Hongrie, l'Autriche ou encore la Pologne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je vois que ça ne bouscule pas la polémique de cet accord. Déjà, comme ça a été très bien rappelé, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on est sur cet accord. Donc là aussi, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain où les pays ont découvert ce qu'il y avait. L'autre élément aussi qu'il faut relativiser, ce sont les volumes. On a d'autres accords notamment qui avaient été conclus avec le Canada et ça fait 10 ans. Voilà. Et donc là, on voit qu'on avait, en tout cas économiquement, un impact qui était positif. Et sur cet accord-là, même si en effet il y a eu et il y a toujours des appréhensions, notamment sur la branche agricole, sur la branche industrielle, c'est tout à fait favorable à l'Union européenne dans un contexte où on sait qu'il y a des droits de douane avec les États-Unis et où on a une concurrence chinoise qui est absolument accrue. Donc c'était assez compliqué pour l'Union européenne de remettre, et c'est pour ça je pense que cet accord est passé, à se déboucher pour ces produits industriels importants dans un contexte de montée du protectionnisme, même si ça fait plus de 10 ans que les pays se protègent de plus en plus. Alors peut-être avant de parler du fond de cet accord, Paris assure de son côté que rien n'est joué. Une fois signé, l'accord doit encore passer par le Parlement européen dans les prochaines semaines. Quels sont les recours concrètement ? Alors en effet, c'est le plus mal adopté de tous les accords de commerce de l'Union européenne, puisque c'est la première fois qu'il y a autant d'États qui s'opposent à un tel accord de commerce au sein du Conseil. Et maintenant, il doit être aussi adopté par le Parlement européen. Et donc ça interviendra, on nous dit, assez rapidement dans les prochains mois. La majorité au Parlement européen n'est pas encore complètement acquise, puisqu'il y a déjà eu plusieurs votes avec des réserves assez fortes qui ont été émises contre l'accord en l'état, avec un fort soutien de ces réserves transpartisans au Parlement européen. Et surtout, il y a 145 députés qui avaient déposé une résolution au mois de novembre dernier pour demander à ce que l'accord soit transmis à la Cour de justice de l'Union européenne pour examiner la compatibilité de son contenu avec le droit européen, notamment sur les enjeux de durabilité et en particulier sur des dispositions qui ont été ajoutées dans la dernière ligne droite en décembre 2024 sur un mécanisme de rééquilibrage dont on pourra reparler, je pense. Et justement, est-ce que ce recours peut-il aboutir ? Est-ce que ça peut faire capoter l'accord ? Alors ce recours, déjà, il est normalement suspensif. Si donc on a une majorité d'eurodéputés qui adoptent la résolution pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne, ensuite le Parlement européen doit attendre l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne pour pouvoir se prononcer sur la ratification de l'accord. On sait que ça peut prendre parfois un an et demi, comme ça a été le cas dans des saisines précédentes sur le CETA, sur l'accord avec Singapour, par exemple. Mais ce qui est
incertain là dans la séquence, c'est que par contre, la pratique habituelle, c'est que les États attendent que le Parlement européen se prononce pour que l'accord puisse entrer en application. Et là, pour clarifier cette situation, la France avait demandé à ce qu'il y ait une déclaration en même temps que le vote au Conseil pour bien expliciter qu'on attendrait le vote au Parlement européen avant toute forme d'entrée en application de l'accord. Et cette déclaration, elle a été retirée à la dernière minute par la présidence chypriote. Le gouvernement français aurait dit que ce serait sous la pression de l'Allemagne et de l'Espagne. Mais du coup, ce qui laisse craindre le fait que l'accord puisse entrer en vigueur dès qu'un premier pays du Mercosur aura ratifié Ce qui laisse craindre avant même le vote du Parlement européen. Et donc, ça a généré beaucoup de réactions ce jour de vote au Conseil ce vendredi de la part de très nombreux eurodéputés qui s'inquiètent de voir une sorte de passage en force. neutralisation du rôle du Parlement européen dans le processus et un passage en force. Est-ce qu'en gros, laisse entendre une ratification à quel horizon? C'est difficile de faire des pronostics. On sait que là, à la prochaine plénière au Parlement européen, donc mi-janvier, on pourrait déjà avoir une discussion sur cette saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Et à partir de là, on saura si, du coup, le vote peut avoir lieu ou s'il faut attendre la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne. On entend qu'il y a quand même beaucoup de dissensions au sein de l'Union européenne sur cet accord. On a vu opposer à l'accord l'Italie, qui a fini par céder. Thomas Gébin, pourquoi Rome a-t-elle mieux négocié que Paris? Je ne sais pas si c'était une opposition, c'était pas une opposition faciale, c'était Giorgia Meloni a utilisé le non-vote de l'accord au mois de décembre comme une arme pour négocier des avantages lors de la négociation de la future PAC. Donc, je pense la politique agricole commune. La politique agricole commune. Donc, en gros, elle a obtenu, la Commission a promis de débloquer 45 milliards d'euros. Oui, un peu en avance. Une avance, c'est pas une avance supplémentaire. Oui, c'est pas de... Donc, il n'y avait pas une opposition très forte de l'Italie, c'était plus une posture de négociation. Et quand elle a considéré qu'elle avait obtenu ce qu'elle souhaitait, ou en tout cas d'un point de vue politique, elle a changé de position, mais c'était relativement attendu. Et je pense qu'aussi la France est dans une position un peu difficile en termes de négociation, parce qu'il n'y avait pas une opposition non plus aussi forte à la ratification de ce traité. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les intérêts industriels en France qui poussaient plutôt pour le vote de cet accord, et puis vous aviez des intérêts agricoles, notamment dans la filière bovine, où on sait qu'il y a des difficultés importantes ces dernières semaines, et donc politiquement c'était très difficile pour la France d'être favorable à cet accord. Et du reste, il faut regarder le communiqué qu'a publié Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Vous voyez que le président français se félicite de certaines avancées qui auraient été obtenues depuis le mois de décembre. Et à la fin, il souligne qu'en fait, compte tenu de l'opposition de la classe politique, il va voter contre. Mais donc il y a une petite nuance. Il ne dit pas qu'il est contre. Il dit que parce qu'il s'est toujours montré favorable à cet accord. Il dit c'est compte tenu de l'opposition de la classe politique. Il ne veut pas aller contre la classe politique. Donc là aussi, c'est là aussi quand on dit est-ce que je pense qu'il y avait c'était un accord qui avait une très très forte connotation symbolique. Au-delà même des enjeux économiques, c'était avant tout une question est-ce qu'il faut encore ratifier ce type d'accord de libre-échange? Et je pense que les oppositions ou la défense de cet accord, c'était avant tout de cette nature. Enfin, c'est quand même un accord qui a réuni énormément de voix contre lui, à la fois dans les organisations agricoles, les organisations environnementales, les organisations de consommateurs, les syndicats de travailleurs, y compris les syndicats de travailleurs dans les pays du Mercosur aussi. Et donc, s'il y a autant de forces politiques aujourd'hui qui sont contre, c'est parce que c'est plus qu'un totem, c'est quand même le plus grand accord de commerce jamais adopté par l'Union européenne. C'est pas le plus grand en termes de population? En termes de population, de marché couvert. Le fait qu'on négocie avec des puissances commerciales dont la principale
préoccupations en termes d'accès au marché européen, soit sur l'agriculture, pose des enjeux majeurs. Le Brésil veut être celui qui nourrira un tiers de la population mondiale d'ici 2030, c'est son ambition. Il est déjà le deuxième pays qui exporte des produits agro-industriels vers l'Union européenne. Et cet accord, il va reprimariser encore et enfermer un peu plus ces pays du Mercosur dans ce modèle d'agro-business, avec des impacts environnementaux qui sont absolument colossaux, que ce soit sur la déforestation, que ce soit sur l'empreinte pesticides, que ce soit aussi sur les impacts sanitaires. Des impacts qu'on n'a pas nécessairement d'ailleurs beaucoup entendus dans la crise agricole actuelle ou Juste quand on regarde un petit peu les chiffres quand même de cet accord, parce que quand il y a ce type d'accord, surtout depuis 20 ans, il y a quand même des projections, notamment en termes de chiffres. Et en effet, on parle beaucoup du volet agricole, mais ça reste un petit volet par rapport à l'aspect industriel. Donc il faut quand même être très clair là-dessus. Et même concernant l'agriculture, et d'ailleurs beaucoup de l'agriculteurs le disent, vous avez des secteurs qui vont être gagnants, comme par exemple les vins, les spiritueux, où là, c'est quand même des grands marchés à l'export qui sont pour ces secteurs qui sont quand même pas négligeables. Et vous dites, oui, c'est l'un des plus grands accords. Rappelez-vous, il y avait un accord qui devait être conclu avec les États-Unis qui a échoué, justement parce que là, c'était compliqué. On a le CETA, on l'a dit, avec le Canada, où là, c'est quand même une réussite, on peut le voir parce qu'on a 10 ans derrière nous. Et l'autre élément, c'est que avec l'Amérique du Sud, c'est pas du tout des pays aussi développés qu'en effet les États-Unis et le Canada. Donc l'idée, c'est qu'il va y avoir une forte valeur ajoutée des exports européens vers ces pays, puisqu'on va exporter plus d'industrie et on va apporter en effet plus des denrées agricoles. C'est pour ça que quand vous regardez macroéconomiquement, l'Union européenne est gagnante économiquement de cet accord. Et c'est pour ça qu'on l'a. Pour les pays c'est 0,05%. Oui, mais quand on a très peu de croissance, on peut dire. Qui sont annoncés. Je suis d'accord avec vous, mais quand on a quasiment pas de croissance, c'est important. Ça, c'est le gain qui est estimé de l'accord du Mercosur par la dernière étude mise en avant par la Commission européenne, c'est 0,05% de croissance d'ici 10 ans. Je voudrais quand même peut-être, avant d'ouvrir ce débat sur les gagnants, les perdants, peut-être d'abord entendre sur un quart du siècle que les négociations étaient en cours avec toujours cette même opposition du monde agricole, des agriculteurs toujours mobilisés. On écoute les réactions jeudi à Paris par nos reporters Clovis Casali et Jonathan Watch. Nous, ce qu'on voudrait, c'est fermer quelques frontières ou avoir des contrôles aux frontières et que le gouvernement ne signe pas ce traité du Mercosur pour tuer la souveraineté alimentaire. Si demain, on n'a plus de souveraineté alimentaire, on est les pantins de certains grands pays du monde. Ça fera comme les pays émergents dans les années 60-70 pour l'Afrique où si on ne leur donne pas les matières premières, ils n'auront pas à bouffer. Voilà, c'est tout juste. Et on bouffera de la merde et on aura des diabètes, on aura des cancers. Enfin, je veux dire, l'alimentation, c'est le carburant du corps humain. Moi, je suis en légumes. Ça me dépite de voir des produits à des prix bas, produits n'importe comment. On n'a plus trop le choix que de venir manifester. Vous savez, moi, j'ai autre chose à faire que venir à Paris en tracteur. C'est une journée et demie de route. Enfin, c'est toute une organisation. Nous, on veut juste vivre, c'est pas compliqué, quoi. On ne vit plus aujourd'hui. On est asphyxié de charges fiscales, sociales, enfin, c'est impensable, quoi. On entend leur inquiétude sur des questions de souveraineté alimentaire, sur une question évidemment de concurrence déloyale. Cet accord, c'est quoi ? C'est le coup de grâce pour les agriculteurs européens et français notamment ? Je pense qu'il y avait des difficultés qui sont très fortes pour le secteur agroalimentaire, notamment français. Et ces difficultés, elles dépassent largement la signature d'un tel accord. Peut-être un chiffre. En 2000, le secteur agroalimentaire français était encore le deuxième exportateur mondial. Donc on était encore une très grande, voire la principale puissance exportatrice dans le domaine agroalimentaire. Aujourd'hui, on est au 6e rang mondial et on est en passe d'être dépassé par l'Espagne, qui n'était pas traditionnellement une grande puissance agroalimentaire. C'est une perte de compétitivité du secteur agricole français ? Il y a une perte de compétitivité très significative du secteur agroalimentaire français. On est même déficitaire depuis 2015 par rapport aux autres pays de l'Union européenne.
la France en termes agroalimentaires a un déficit. C'est-à-dire elle importe plus de produits alimentaires des agroalimentaires, autres pays c'est ça. européens qu'elle donc, en exporte. Exactement. Donc, et ça vient aussi de difficultés industrielles. Donc, c'est-à-dire qu'une des difficultés, c'est les difficultés en France à transformer justement ces produits agroalimentaires. Pour prendre un exemple, on va être un des premiers exportateurs de pommes de terre, mais après, on va par exemple exporter des pommes de terre en Belgique, mais on va ensuite importer des chips ou des frites depuis la Belgique. Ou bien on va exporter des betteraves, on va produire des betteraves, on va exporter des betteraves par exemple en Allemagne, mais ensuite on va importer le sucre qui est produit à partir de la betterave ou une autre... Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'accord... je vais vous laisser répondre, mais peut-être l'accord du Mercosur va aggraver cette situation ou à la marge ça va changer à la marge pour le secteur agroalimentaire dans son ensemble, parce que de nouveau, il y a des gagnants, comme a été dit par Anne-Sophie Elsif, qui sont potentiellement les produits laitiers, les produits viticoles. Ensuite, il risque d'y avoir des perdants, c'est la filière bovine qui est déjà en grande difficulté. Donc, dans votre reportage, on a entendu des éleveurs bovins qui, oui, en effet, ont des raisons d'être inquiets. Et qui est une filière clé pour le maintien de la vie rurale dans un certain nombre de territoires en France où il est difficile de faire autre chose que de l'élevage, notamment dans les territoires de montagne, etc. Mais ce que je voulais souligner, c'est que l'Union européenne, elle est certes encore aujourd'hui excédentaire dans sa balance commerciale agricole, mais en fait, elle est déficitaire en protéines et en calories, c'est-à-dire qu'on exporte des choses à haute valeur ajoutée, etc. Mais en réalité, on est très très dépendant des importations pour notre propre consommation, et y compris pour l'alimentation du bétail, pour tout ce qu'on produit ensuite. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on importe déjà massivement depuis les pays du Mercosur, notamment en alimentation animale, et que ça a déjà des impacts absolument colossaux. Par exemple, il y a une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité qui est sortie en mars dernier, qui montre que la consommation européenne de céréales et d'oléagineux, si on regarde ce qui vient du Mercosur, c'est seulement 6% de la consommation, mais l'impact pesticides, c'est 25%, un quart de notre consommation européenne en pesticides pour les céréales vient des pays du Mercosur, parce que ce qu'on importe est 4 fois plus intensif en pesticides que ce qu'on produit. Et c'est exactement ça dont il est question aujourd'hui, c'est quel modèle pour l'agriculture demain. Est-ce que ce qu'on demande aux agriculteurs à juste titre pour protéger les écosystèmes, pour protéger la santé des agriculteurs et des consommateurs, est-ce que c'est important? Et si c'est important, pourquoi on ne le fait pas pour les produits importés mais justement, précisément sur ces questions, on a vu que Bruxelles avait enchaîné un certain nombre de concessions. On va les voir avec des quotas d'importation sur le bœuf ou la volaille. L'Union européenne s'est engagée à intervenir avec la possibilité de remonter les droits de douane en cas de préjudice réel. Bruxelles a également accepté de retirer les engrais de la taxe carbone aux frontières, qui est ce mécanisme qui doit limiter les importations de produits polluants en augmentant leur prix. Mathilde Dupré, faut-il y voir une réelle avancée? Quand même, ça n'est pas rien. Alors, il y a eu des concessions à la marge sur la PAC, sur la taxe sur les engrais. Ça, c'était en marge des négociations. Sur l'accord EU-Mercosur en tant que tel, le contenu n'a pas changé. La clause de sauvegarde, elle date de 2019. Elle avait été jugée par les experts mandatés par le gouvernement comme insuffisante pour protéger les secteurs agricoles sensibles, parce qu'elle est rédigée dans des termes trop vagues pour pouvoir être activée en temps et en heure pour vraiment contrer une crise. Ce qu'a fait l'Union européenne, c'est de faire une déclaration, un règlement qui est une sorte de vade-mecum unilatéral sur comment on va utiliser la clause de sauvegarde, mais il n'est pas du tout certain que les pays du Mercosur acceptent la façon dont on entend l'utiliser. Et par ailleurs, il faut voir qu'on a mis dans cet accord un mécanisme de rééquilibrage. C'est la première fois qu'on le fait dans ces termes-là. Donc ça a été ajouté en 2024. Et en fait, c'est un espèce de bouclier anti-mesures miroirs. C'est-à-dire qu'on a écrit noir sur blanc dans l'accord que si les États prennent des mesures qui, même si elles sont compatibles avec le droit commercial international et le droit commercial contenu dans cet accord, perturbent trop fortement les équilibres économiques qu'on avait acquis dans cet accord, les pays auront le droit de prendre des mesures de rétorsion commerciale ou de demander des compensations commerciales. Donc ça veut dire que toutes les mesures dont on parle et que nous demandent les agriculteurs pour justement avoir un accès qualifié au marché européen et avoir des normes d'importation qui se rapprochent des normes de production qu'on applique aujourd'hui dans l'Union européenne, si on les adopte dans le futur, on va être sous le coup de ce mécanisme de rééquilibrage. Et d'ailleurs, les États du Mercosur nous ont déjà dit
on va utiliser ce mécanisme de rééquilibrage contre le texte européen sur la déforestation importée pour qu'il ne soit pas appliqué parce que c'est trop mauvais pour les exportations, contre les tentatives qu'on a mis en place pour essayer aussi de réduire certaines limites maximales de résidus sur les pesticides pour les produits importés. Donc on voit là qu'on a vraiment un nœud qui est vraiment difficile à résoudre parce que l'accord de commerce, par nature, est incompatible avec ce genre de dispositions sur l'accès au marché. Faut-il commercer à tout prix avec des pays qui ne respectent pas nos règles et à qui, visiblement, on n'arrive pas justement à imposer des clauses miroirs ou en tout cas leur faire respecter les mêmes normes? Pour répondre à la question, il faut avoir une vision stratégique. Moi, je suis investisseur basé à Hong Kong. Si vous regardez les exportations, la croissance des exportations européennes dans la décennie 2010, ils ont été tirés très largement par le marché chinois, qui aujourd'hui ne va plus croître. Donc le problème que nous avons en Europe, c'est de trouver de la croissance pour nos exportations vers de nouvelles géographies. Nous en avons deux. Nous avons l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, où on va trouver 1 milliard de consommateurs auxquels exporter, comme nous avons exporté à 1 milliard de consommateurs durant la décennie 2010. Donc le problème, on doit naturellement... Enfin, vous voyez, ce vendredi, je suis désolé, je ne parle pas des agriculteurs, deux sociétés, Rio Tinto et Glencore, annoncent une fusion de 200 milliards de dollars dans les minerais en disant la décennie qui vient, c'est une décennie de minerais. Où sont les minerais? Très largement en Amérique latine. Donc la création de valeur qu'il va y avoir dans cette région dans la décennie qui vient fait que nous devons impérativement signer un contrat avec cette région. La seconde remarque, c'est que chaque fois que vous signez un accord stratégique, forcément, il y a des activités qui perdent et il y a des activités qui gagnent. Et là, en l'occurrence, l'agriculture est-elle sacrifiée? Nous parlons, là, depuis un quart d'heure, seulement de ceux qui perdent. Et la question, je pense, pour vraiment bien l'aborder, c'est de dire, vous avez mentionné la perte de compétitivité de l'agriculture française durant la dernière décennie. Qui a gagné des parts de marché contre nous? Est-ce que notre perte de parts de marché, elle vient de l'Amérique du Sud ou est-ce qu'elle vient des autres acteurs européens? Et donc, le problème, et je crois que c'est très symbolique de tout ce qui se passe en France, le problème, il n'est pas en Latam. Le problème, il est chez nous. Comme l'a dit J.D. Vance à nous à Munich. C'est que quand vous parlez à des agriculteurs, ils vous disent que les normes... Enfin, moi, j'ai vécu à Londres. Vous savez qu'on a encore, durant la vache folle, et nous avons, mes amis qui sont dans le commerce de viande me disent que nous avons, nous, Français, encore des normes qui s'adaptent à la vache folle que les Anglais ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Donc le problème de nos agriculteurs, c'est pas qu'il y ait des gens en Amérique latine qui fassent... C'est que nous avons en France, comme dans tous les domaines, c'est pour ça que c'est très symbolique, nous avons des normes que nous sommes les seuls à appliquer. C'est pour ça que les autres pays européens... Pourquoi vous avez plus de 2/3 des pays européens qui disent c'est OK? Parce qu'ils n'ont pas les normes. Mathilde Dupré, est-ce que l'Europe se condamne-t-elle à jouer avec des règles que finalement plus personne ne respecte? Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit la France. Ce sont des normes européennes. Sur les pesticides, ce sont des normes européennes. Sur les hormones, ce sont des normes européennes. Sur les antibiotiques dans l'élevage, ce sont des normes européennes. Donc, de ce point de vue-là, il y a quand même un level playing field à l'intérieur de l'Union européenne. Parlons français, s'il vous plaît. Des conditions de marché qui sont relativement alignées entre les pays de l'Union européenne. Et il y a des grosses divergences avec les pays du reste du monde. On a fait, nous, des études très précises sur plein de filières agricoles et on a pu montrer des divergences assez fortes. Mais c'est aussi le cas dans d'autres domaines, y compris industriels. Aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne, avec le Green Deal, avait un agenda fort de transformation de son économie, de verdissement à la fois pour décarboner, pour limiter les pollutions et pour préserver la biodiversité, parce que ça correspondait à des engagements internationaux auxquels les pays, une majorité de pays de la communauté internationale avaient souscrit. Sur lesquels elle revient en arrière. Et justement, parce qu'on n'a pas été capable suffisamment vite de dire qu'on allait appliquer pour les produits importés les mêmes règles et les mêmes exigences que pour les produits qu'on fait dans l'Union européenne. Et je pense que le problème, effectivement, aujourd'hui, c'est difficile de parler d'environnement, de biodiversité et de climat dans le monde de rivalité stratégique dans lequel on est. Mais ces réalités-là, elles vont se rappeler à nous parce que même si ce n'est pas la préoccupation actuelle de Donald Trump et de Xi Jinping, c'est quand même des sujets qui vont exploser on fait circuler la parole. De tous les acteurs économiques. Juste là-dessus, je pense que justement,
Pas du tout. Aujourd'hui, quel est le pays qui investit le plus pour la transition ? C'est la Chine. Et quand vous allez à Pékin, à Shanghai, dans la notamment... décarbonation, mais pas dans la biodiversité. Oui, mais je crois que les effets de serre, ça a quand même un énorme impact. Et ils sont beaucoup plus en avance que nous. C'est vrai pour le secteur automobile, mais c'est également vrai pour toute l'industrie. Quand vous regardez les volumes d'investissement de transition écologique qu'il y a en Chine, nous, on est des nains en Europe à côté. Et quand vous regardez les États-Unis, qu'est-ce qui se passe ? Certes, on a des tweets de Donald Trump qui dit « je déteste le climat », mais quand vous regardez l'industrie, et où il y a les investissements notamment en éoliennes, en transition, vous avez des investissements qui sont conservés. Donc on voit qu'il y a le discours, mais dans les faits, on continue d'avoir une politique de transition parce qu'on sait que l'énergie, et notamment l'énergie décarbonée, ce sera absolument central. Donc là aussi, je pense que... Aux États-Unis, on n'est pas que sur de l'énergie décarbonée. On est tout à fait d'accord aujourd'hui, mais je parle pour 10-20 ans, puisque c'est ça le but, c'est d'avoir de la prospective. On n'en a aucune en Europe, mais on en a beaucoup en Chine et on en a aussi aux États-Unis sur ces questions. Donc là aussi, pour relativiser, juste pour rebondir sur ce que vous dites, sur les normes. On est tout à fait d'accord qu'il faut des normes, il n'y a plus de débat là-dessus. La grande question, c'est comment on fait. Aujourd'hui, non, c'est juste faux. Le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'elle a mis en place ce programme en disant, voilà, on veut justement être leader dans la transition, etc. Et ça, il n'y a pas de sujet, tout le monde est d'accord, mais en n'ayant pas l'industrie et les avancées pour le faire. Quand vous avez un prix de l'énergie décarbonée qui n'est pas au même niveau que l'énergie fossile ou qui est compétitif, vous pouvez le faire, mais ça va profiter à qui ? Pareil pour votre industrie. Donc vous pouvez faire toutes ces normes. Et c'est qui en profite ? C'est la Chine, c'est pas nous. Donc c'est ça le sujet. Donc sortons de cette idéologie en disant, nous, on est pour ça, mais faisons en profiter notre industrie européenne et pas l'industrie chinoise et américaine. Et je pense que c'est pour rebondir sur cette question chinoise, je pense que c'est une des difficultés de l'accord du Mercosur. C'est-à-dire schématiquement, ce qu'il y a dans les modèles, c'est que les gagnants, ce sera plutôt les secteurs industriels type secteur automobile, chimie, pharmacie, machine-outils. Juste que vous nous précisiez une chose avant tout. Ouais. Est-ce que cet accord il va changer beaucoup pour les agriculteurs ou c'est déjà, ce que vous sembliez nous dire, c'est que finalement les produits du Mercosur, ils sont déjà très présents et ils posent déjà beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ce que vous disiez. Les pays du Mercosur sont ultra compétitifs en matière agricole, et notamment en matière d'exportation bovine. Aujourd'hui, les exportations bovines sont déjà au-delà des quotas. Donc c'est en ça que même si, quand ce traité sera mis en place, ça n'aura pas un effet majeur. On ne va pas se faire inonder de produits agricoles sud-américains. Non. Et puis par ailleurs, il y aura des secteurs qui peuvent gagner. Donc pour moi, ce n'est pas un enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des perdants, mais ça veut dire qu'au niveau agricole, d'un point de vue purement économique, ce sera un gain qui sera faible, mais qui sera probablement un gain quand même. Et puis ensuite, quand on regarde l'accord... Voilà, je vais parler des gagnants. Quand on regarde l'accord, donc sur le papier, les gagnants, c'est les secteurs... En gros, c'est les points forts traditionnels de l'Allemagne, c'est-à-dire l'automobile, la machine-outil et la pharmacie. Et sur le papier, ce sont des secteurs gagnants. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perte de position, de part de marché très importante de l'Europe dans les pays du Mercosur face à la Chine. Face à la Chine, qui est déjà très présente en Amérique. En 2000, l'Europe représentait environ 30% des parts de marché dans les pays du Mercosur. Et la Chine, c'était que 5%. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. La Chine, c'est presque 30% des parts de marché dans les pays du Mercosur, alors que l'Europe, on est à 19%. Et donc, c'est pas du tout évident, compte tenu des écarts de compétitivité qui existent aujourd'hui entre les exportations européennes et les exportations chinoises, ou même plus largement entre la production européenne et la production chinoise, qu'on va pouvoir bénéficier aussi largement de ces débouchés du Mercosur. Juste un chiffre pour l'illustrer. Quand on regarde le segment des véhicules électriques, aujourd'hui, plus de 90% des véhicules électriques vendus au Brésil, c'est des véhicules chinois. Ce que vous nous dites, c'est, sans même parler du véhicule électrique, cet accord arrive un peu tard finalement pour l'Europe, qui s'est déjà fait doubler par la Chine en Amérique du Sud. Ça va être très compliqué, c'est un débouché, mais ça va être très compliqué pour l'Europe d'être compétitif. Surtout ce que vous dites, c'est très emblématique de l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il bénéficie à l'Allemagne. Vous avez dit, ce sont toutes les industries allemandes qui bénéficient, et c'est la France qui perd puisqu'on est plus exposé. Et le problème qu'on a derrière cet accord, c'est là où il est très emblématique et très intéressant, c'est qu'en fait, il pose tout le problème de la gouvernance européenne. Quand il n'y a plus de convergence d'intérêts entre la France et l'Allemagne. Parce que là, on n'est pas d'accord sur le Mercosur, mais on n'est pas d'accord sur le SCAF, on n'est pas d'accord sur la saisie des... Le nouvel avion de combat. Oui, pardon, le successeur du Rafale, qui est notre avion, le meilleur avion du monde, qui est purement français. On n'est pas d'accord sur la saisie des avions. Donc, le problème, c'est que ces discussions sur le Mercosur, elles
elles s'inscrivent dans un cadre beaucoup plus large où la France et l'Allemagne, qui étaient le moteur, ce qu'on appelle à Paris le couple franco-allemand, qui n'existe absolument pas à Berlin, mais chez nous, à Paris, on croit qu'il existe, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur chaque dossier, on est défié. Et donc, il faut une nouvelle gouvernance européenne. Alors, moi, je serais aussi là plus nuancée quand on regarde vraiment les dernières avancées. Sur la défense, on voit que l'Allemagne a quand même évolué sa position. Je ne dis pas que c'est le grand amour, mais enfin bon, quand même, vu ce qui se passe quand même. Sur les questions énergétiques, pareil, et même sur les questions du nucléaire, on se souvient. Donc là, on voit qu'il y a quand même sur certains dossiers, alors c'est parce qu'on n'a pas le choix, des stratégies. Et les divergences franco-allemandes, ça existe depuis la construction de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas récent depuis 3-4 ans. Si on n'a pas fait l'Europe de l'énergie, c'est à cause de ça. Si on n'a pas fait l'Europe de la défense, c'est à cause de ça. Si on est dépendant du gaz et du pétrole russe, c'est exactement à cause de ça. Donc ça fait 30 ans que ça dure. Donc c'est pas... Et au contraire, je trouve qu'aujourd'hui, vu qu'on est acculé avec les États-Unis et les problèmes sécuritaires, il y a l'idée d'avoir quand même un peu plus de convergence sur certains secteurs, pour ne pas le citer la défense, parce que finalement, on n'a pas le choix. Et l'autre élément aussi, ça c'est assez intéressant et très symptomatique, lorsque l'on dit, là on a un accord, on est 27, c'est globalement gagnant, mais nous la France, il y a ça qui ne va pas. Aux États-Unis, pas que la France. Quand on est aux États-Unis et que vous êtes en Californie, vous avez en effet toute l'industrie de la tech. Est-ce qu'on dit que c'est perdant ou pas? Ça va être que pour la Californie ou pour les États-Unis. On ne peut pas être dans une communauté avec tous les États et de dire c'est gagnant, je suis dedans, j'en profite. Et puis quand il y a un ou deux éléments qui ne vont pas, de dire attention, je n'en veux pas. Si aujourd'hui on est une puissance commerciale, il faut le voir aujourd'hui. Pourquoi l'Europe est encore juste invitée à la table de négociation? C'est parce qu'on est une puissance commerciale. On n'est plus une puissance économique et on n'est plus une puissance diplomatique. Donc il ne nous reste que ça. Je pense que ce n'est pas le moment de, là aussi, le jeter. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces dernières années, l'Union européenne a signé différents accords commerciaux avec le Vietnam, Singapour, on a parlé du Canada. C'est quoi? C'est plus simple de commercer avec des économies qui sont, disons, à peu près au même niveau est-ce que vous pouvez nous tirer un bilan de ces accords, peut-être avec le Canada? Ça fait 10 ans maintenant. Avec le Canada, ça a eu plutôt un effet positif en termes d'exportation dans le secteur agroalimentaire français. C'est-à-dire on est passé d'un excédent autour de 200 millions d'euros en 2017 à autour de 600 millions d'excédents. Et même aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, la France a un excédent agroalimentaire vis-à-vis des pays du Mercosur. Donc ça n'enlève pas les difficultés que ça peut poser en termes environnementaux, en termes de divergence des processus de production. C'est-à-dire que en termes de souveraineté alimentaire. En termes de souveraineté alimentaire, mais d'un simple point de vue économique, commercial, ce type d'accord est plutôt bénéfique, même si de nouveau les gains, il ne faut pas surestimer les gains, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, à l'horizon de 2040, selon la Commission européenne, c'est un gain de 0,05%. Pour le Mercosur. Pour les pays du Mercosur. Et bon, il y a d'autres études qui trouvent un effet un peu plus important, 0,2, 0,4%, mais ça reste des effets qui sont relativement faibles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les pays du Mercosur, ça représente 1% des exportations européennes. Donc c'est malgré tout un enjeu qui reste relativement marginal. Donc on parle beaucoup de cet accord Mercosur, mais c'est pas ça qui va changer ni la situation. Aujourd'hui c'est 1%, mais l'idée c'est de... Oui, mais ça va pas non plus exploser. Nous, sur l'accord avec le Canada, on n'a pas tout à fait le même regard. On a regardé très précisément ce qui avait augmenté. On a trouvé que c'était quand même beaucoup des secteurs qui sont très impactants pour l'environnement dans lesquels les échanges ont augmenté. Ensuite, sur l'agriculture, effectivement, notamment sur le bœuf, le Canada n'a pas encore utilisé le quota qu'il avait ouvert, mais parce qu'il s'ouvre de façon progressive et que pour créer les filières spécifiques sans hormones, ça demande du temps. Ce serait quand même prendre les Canadiens pour des imbéciles que de penser qu'ils ont demandé un quota qu'ils ne comptent pas utiliser. Sinon, je pense qu'ils auraient demandé autre chose dans la négociation, parce que ce sont quand même des fins négociateurs, comme beaucoup de pays avec lesquels on négocie. Et par ailleurs, le point d'alerte pour nous qui reste complet, c'est que l'accord avec le Canada n'est pas encore complètement ratifié. Il y a une dizaine d'États membres
au sein de Il est l'Union appliqué, européenne. mais il n'est pas ratifié. Il y a une partie qui est appliquée, D'accord. mais pas la partie sur la protection des investissements. Et c'est une partie sur laquelle il y avait eu aussi énormément de débats. Et le jour où elle rentrerait éventuellement en application, elle pourrait soulever les mêmes difficultés dont on a parlé au moment de la sortie de la France du traité sur la charte de l'énergie, parce qu'elle autorisait les multinationales canadiennes et tous les investisseurs canadiens qui investissent dans l'Union européenne à porter plainte contre des États quand on change des législations qui nuisent à leurs profits. Alors, Et donc ça reste aussi on entend un bien gros morceau dont on a toutes ces pas réserves, Mathilde Dupré, mais on peut se dire qu'avec le retour de Donald Trump aux commandes, ces menaces de hausse de douane, avec la Chine également qui déverse ses produits en Europe de façon massive, le moment n'est-il pas venu de regarder ailleurs et de se trouver de nouveaux partenaires commerciaux ? Alors, le fait qu'il faille diversifier et avoir des alliés, ça, c'est une évidence. Après, encore une fois, on avait mis l'accord au frigo entre 2019 et 2023 parce que Bolsonaro n'était pas jugé comme un partenaire fiable et qu'on considérait qu'il ne fallait pas octroyer des bénéfices commerciaux à un pays dirigé par un climato-sceptique. Ça semble plus du tout être la préoccupation pour l'Argentine. C'est pas du tout évident que les pays du Mercosur gagnent à cet accord. Du reste, dans les estimations, que ce soit de la Commission européenne ou l'autre évaluation qui avait été faite par un économiste de l'INRAE, ce qu'on voit, c'est que l'Europe, les pays européens auraient un gain, donc de nouveau 0,2-0,4% du PIB. Bon, ça reste faible, mais c'est quand même un gain, alors que les pays du Mercosur, eux, auraient des pertes. Pourquoi ? Parce qu'ils risqueraient d'importer davantage de produits industriels qui sont plus à haute valeur ajoutée sur le papier, et alors qu'eux, ils exporteraient des produits agricoles qui relativement une valeur ajoutée un peu plus faible. Et donc, pour les pays du Mercosur, c'est pas du tout évident qu'ils soient gagnants d'un point de vue global. Moi, dans les études que j'ai lues, c'était surtout le cas du Paraguay. Sur les autres pays, ils étaient plutôt gagnants dans les études qui ont été publiées. En tout cas, à vous par la Commission attendre. européenne. Mais en tout cas, Javier Milei est quand même pas du tout un allié objectif de l'Union européenne dans la séquence. Il est complètement aligné sur les États-Unis et on a vu qu'il a bénéficié d'une aide substantielle des États-Unis pour les élections de mi-mandat qui viennent d'avoir lieu. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas non plus sur un alignement avec des pays qui seraient dans le même stratégie diplomatique que l'Union européenne. Et après, l'autre chose, c'est qu'on peut faire des partenariats beaucoup plus restreints. On n'est pas obligé de faire des accords de commerce aussi larges pour avoir des liens renforcés avec les pays avec qui on il faut que chacun ait un avantage. Donc, c'est-à-dire les pays du Mercosur considèrent qu'ils ont intérêt à commercer avec nous parce qu'ils sont très compétitifs. Ils sont très compétitifs sur les produits agricoles et nous, enfin en l'occurrence surtout les Allemands, considèrent qu'on a un intérêt à commercer avec les pays du Mercosur parce qu'on pourra leur vendre nos automobiles, nos machines-outils, nos produits chimiques et pharmaceutiques. Donc chacun voit son intérêt et c'est vrai que du point de vue français, c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça qui est très marrant, beaucoup désindustrialisé, c'est pour ça. Mais ce qui est assez surréaliste, c'est vrai qu'on l'a dit, ce Mercosur, en fait, l'agriculture, c'est un petit pan. On a aujourd'hui une industrie automobile qui représente, je le rappelle, tout confondu, 14 millions d'emplois en Europe, qui est complètement menacée par la Chine. Donc c'est urgent, je pense, même en termes d'emploi. Mais qui est menacée sur son territoire, comme en Amérique du Sud. Oui, mais en termes de volume et de poids économique pour l'Europe, ça n'a absolument rien à voir comme secteur. Donc là, on est dans une situation où, en termes d'industrie, on a vraiment une crise de l'industrie européenne. Et on se dit, on a quand même cet accord qui nous permet d'avoir d'autres débouchés. Il faut quand même être très clair. Si encore une fois, on existe à la table des négociations, c'est uniquement à cause de la taille de marché. C'est parce qu'on est gros. Si demain on est petit, on n'existe plus. C'est juste comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien. C'est juste factuel. Donc ce qui intéresse, si je peux me permettre, ce qui intéresse aujourd'hui les gens de venir commercer avec nous, c'est uniquement la taille de notre marché, le fait d'avoir des consommateurs qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est tout. C'est pas les trois petits pays, l'Espagne, l'Italie. Ça n'intéresse personne. C'est vraiment la taille de notre marché. Et aujourd'hui, si on dit, on sacrifie en gros le Mercosur et ces pays-là, quel est le message aussi porté aux États-Unis à la Chine en disant, déjà, nous, on protège nos marchés et en plus, ils ont une opportunité avec ce marché, ils refusent. David Mavris, il reste peu de temps, je vous préviens. Oui, non, pour moi, c'est vraiment la gouvernance de l'Europe. C'est-à-dire qu'on dit, le droit de veto à 27, ça ne marche pas, donc on va faire la majorité qualifiée. Puis dès qu'on est minoritaire de la majorité qualifiée, on dit mais ça c'est pas du tout bon là, la décision qui a été prise. Donc vous voyez que si vous acceptez le principe de la majorité qualifiée, il faut que vous acceptiez
que vous allez être minoritaire et effectivement vos intérêts nationaux vont passer derrière les intérêts européens que vous mentionnez, qui sont que faut qu'on... Juste pour dire, les intérêts européens, je vous rappelle qu'on a la zone euro et qu'on a tous la même monnaie. Donc quand on l'a vu l'Allemagne en récession, c'est pas très bon pour nous vu que c'est notre premier partenaire. Donc là aussi, peut-être qu'il faut aussi arrêter de toujours raisonner juste notre petit pays, même si c'est un très grand pays, qu'on est très fort, etc. Et de raisonner plus en bloc comme le font la Chine et les États-Unis. Ce sera le mot de la fin. En tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.